Et chaque vendredi, nous avons un invité sport. Nous allons parler du football africain avec les demi-finales et la finale de la Ligue africaine des champions reportée. On va également parler du procès FIFA, Nasser El Khelaifi et Jérôme Valls fixés sur leur sort. On va également parler du football européen avec la Ligue des champions. Le PSG a gagné, mais n'a pas rassuré. Et puis le Barça qui refait une santé devant la Goba, l'équipe de la Juventus de Turin. Nous allons discuter avec Henri Akodo, patron du site plutôt Afrique Express Sport. Henri Akodo, bonsoir. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir Michel, Glory Samuel Takpa, c'est un honneur pour moi également. La Ligue africaine des nations pour le premier sujet, la finale et la demi-finale sont reportées sine die. Quelles sont les raisons de ce report? Oui, effectivement, la deuxième demi-finale, retour comptant pour cette campagne de Ligue des champions africaine qui a subi un peu les affres de cette pandémie de coronavirus, vient à nouveau d'être reportée par la Confédération africaine de football. Cette demi-finale retour devrait opposer la formation du Zamalek du Caire à la formation du Raja de Casablanca au stade international du Caire, mais finalement elle a été reportée, bien évidemment parce que plusieurs joueurs de cette formation du Raja Casablanca du Maroc ont été testés positifs au Covid-19. Aujourd'hui, dans l'effectif, il ne reste que 10 joueurs qui ont les pleines potentialités de leurs moyens physiques pour pouvoir aborder cette rencontre. Et à ce niveau, vous convenez avec moi que c'est assez difficile de pouvoir jouer avec 10 joueurs. Et donc, la Confédération africaine de football a jugé bon de reporter sine die encore une fois cette rencontre. Il faut rappeler qu'elle avait été reportée pour être disputée le 1er novembre prochain. Mais finalement, comme plusieurs joueurs comme ces joueurs qui ont été atteints par cette pandémie n'ont pas encore retrouvé la santé, ça devait être difficile pour cette formation marocaine de faire face à l'adversité de la formation Cairot. Il faut rappeler également que le Zamalek du Caire a pris une bonne option sur la qualification parce qu'elle a battu le Raja de Casablanca, les Verts et Blancs, par 1-0 en terre marocaine, à Rabat, il y a cela quelques semaines. But de Ben Cherki. Pour la petite histoire, c'est un Marocain également, un ancien joueur du WAC, de l'équipe du Wydad Athletic Club, l'autre club rival marocain, qui a permis à cette formation du Caire de pouvoir prendre une option sérieuse sur la qualification pour la finale de cette Champions League. Il faut également dire que ce sont deux très belles équipes qui ont déjà marqué l'histoire du football africain dans cette compétition. Vous avez le Zamalek du Caire qui a déjà 5 trophées dans sa vestiaire dans cette compétition. D'un autre côté, vous avez les Verts et Blancs, les Rajaouis de Casablanca qui ont à leur actif 3 trophées. Donc c'est dire que c'est une demi-finale entre deux équipes historiques qui ont déjà remporté des trophées dans cette compétition. C'est vrai, le Zamalek du Caire a une option. La santé n'aide pas nos amis de Raja de Casablanca à pouvoir faire face à cette formation pour le match retour pour le moment, mais rien n'est encore joué, même si nous savons que le Zamalek du Caire est imprenable dans sa cité, Cairot, dans son stade international du Caire très souvent. D'un autre côté, il faut également dire que l'on connaît néanmoins l'autre finaliste de cette compétition, puisque le Al Ahly du Caire a eu à battre pour une deuxième fois cette formation. Encore un club marocain. C'est un duel entre deux clubs, entre les clubs marocains et les clubs égyptiens pour cette demi-finale de la Champions League. Comme je le disais tantôt, le Al Ahly avait battu le vendredi dernier sur le score de 3-1 la formation du WAC, du Wydad Athletic Club, au stade international du Caire par 3-1. Sur les deux rencontres, 5-1, puisque il y a cela quelques semaines également au match aller, cette formation du Al Ahly avait battu également le WAC par 2-0. Donc c'est dire que le Al Ahly du Caire, 8 fois champion d'Afrique, 8 trophées dans cette compétition de la Ligue des Champions, c'est un record, attend farouchement son adversaire. Est-ce que ce sera le Zamalek du Caire qui a pris une option sur le Raja? Si c'est le cas, ça sera une finale fratricide entre deux belles équipes historiques de l'Égypte,
D'un côté, le Al Ahly qui est considéré comme le club des intellectuels, et d'un autre côté, le Zamalek qui est considéré comme le club de la classe ouvrière. Mais nous n'en sommes pas là pour le moment, puisque la deuxième demi-finale n'a pas encore eu lieu, c'est-à-dire celle qui va opposer le Zamalek du Caire au Raja de Casablanca, qui a été reporté sine die pour cause de coronavirus. Henri, on ne sent pas le paradoxe parce qu'en Europe, déjà, on a vu la Ligue européenne des champions entre le Shakhtar Donetsk et puis le Real Madrid. Et tellement de joueurs au niveau du Shakhtar ont été contrôlés positifs au coronavirus. Mais le reste de l'effectif a fait le déplacement de l'Espagne. Et là, 10 joueurs. Et surtout, il y a encore une règle. Pour un club de ce nom, il y a des joueurs au niveau du centre de formation qui peuvent en profiter pour pouvoir jouer au niveau de l'équipe première. Très belle question. Il faut dire que pour le continent européen, c'est-à-dire pour l'UEFA, il y a un protocole sanitaire qui a été adopté et un règlement qui a été adopté qui sous-tend que lorsque vous avez dans votre équipe au moins 17 joueurs qui sont en bonne santé, vous avez l'obligation de pouvoir disputer les matchs. C'est ce qu'on a eu à assister. C'est ce à quoi on a eu à assister par rapport à cette rencontre entre le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk pour la première journée de la Ligue des Champions il y a quelques semaines. Dans l'équipe ukrainienne, il y avait 9 joueurs qui étaient contrôlés positifs, mais derrière, il y avait quand même un effectif UIP pour cette formation qui a eu à faire face au Real Madrid, et vous l'avez vu derrière, ils ont eu à battre même à la surprise générale le Real dans sa cité du stade Alfredo Di Stefano par 3-2. Maintenant, nous ne sommes pas dans le cas nous ne sommes pas dans le même cas avec le Raja de Casablanca. C'est vrai qu'il est un grand club sur le plan africain, mais vous convenez avec moi que on ne peut pas comparer un peu ce qui se passe au niveau de l'Europe en termes de compétitivité, en termes de ressources humaines, en termes d'effectifs par rapport à ce qui se fait ici en Afrique. Le règlement au niveau de la CAF, pour le moment, il est un peu flou. Quand on regarde un peu l'effectif de cette formation marocaine, vous avez quasiment au moins 23 joueurs professionnels sur cette saison. Et donc, vous convenez avec moi que si plusieurs joueurs sont atteints de coronavirus, ce serait assez compliqué si d'aventure la CAF laissait jouer cette rencontre. Même si on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que la CAF avait laissé le Horoé Athletic Club disputer sa demi-finale de Guinée, alors que c'est une équipe qui a été également décimée par le coronavirus à la veille de sa demi-finale face à la formation de Pyramide FC, la formation égyptienne en Coupe de la Confédération. On pourrait être tenté de dire qu'il y a une sorte de poids de mesure, mais vous savez très bien, les enjeux ne sont pas les mêmes. Le duel entre la formation égyptienne et la formation marocaine, c'est un duel assez important pour la Confédération africaine de football, parce que là, il y a une suprématie qui se joue là-bas. Vous savez que ce sont deux nations, sur le plan diplomatique, qui se livrent une guerre farouche. Et donc, si d'aventure la CAF laissait cette équipe jouer cette rencontre alors qu'elle était décimée, on pourrait prêter à la CAF des intentions de pouvoir détruire un peu cette formation marocaine au détriment du Zamalek du Caire. Donc voilà un peu, c'est le pourquoi l'instance faîtière du football africain a reporté encore une fois cette demi-finale retour afin de permettre à ces joueurs marocains de retrouver les pleines potentialités de leurs moyens afin de jouer cette rencontre demi-finale retour. On passe au deuxième sujet. Premier haut dirigeant du football a risqué la prison en Europe dans le cadre du FIFA Gates. Le patron de BIN et du PSG, Nasser El Haïfi, et l'ancien numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk, ont connu leur sort ce vendredi en Suisse dans une affaire de droit télévisé. Oui, c'est tombé. Henri, vous pouvez nous situer par rapport à ce qui s'est passé et le verdict? Oui, effectivement, c'est une affaire rocambolesque qui a encore secoué le monde du football ces derniers moments. C'est une affaire qui concerne le président du PSG, le président Nasser El Haïfi, qui, dans sa posture de directeur général de la grosse chaîne de télévision BeIN Sport, a été impliqué dans cette affaire avec Jérôme Valk, l'ancien numéro 2
de la Fédération internationale de football association FIFA, le français, qui a été accusé de gestion déloyale, d'avoir eu un pacte dans le dos de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, pour favoriser un peu l'acquisition des droits de télévision, des droits de diffusion de la Coupe du Monde, des Coupes du Monde 2026 et 2030 par la chaîne beIN Sport, qui se trouve être également une chaîne qui appartient une chaîne qui est dirigée par Nasser El Haïfi. Et concrètement, qu'est-ce qu'on reproche à Nasser El Haïfi? On reproche à Nasser El Haïfi d'avoir soudoyé le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, l'ancien secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, de l'avoir soudoyé pour pouvoir décrocher ces droits de télévision, ces droits de retransmission de ces Coupes du Monde, en lui offrant une villa luxueuse au niveau de la côte de la Sarde en Italie, une villa qui coûte à peu près les 5 millions de francs CFA. Et donc, il y a de cela quelques semaines, le parquet le parquet suisse a requis au moins 28 mois d'emprisonnement contre Nasser El Haïfi et 3 ans d'emprisonnement contre Jérôme Valcke. Et donc, aujourd'hui, le verdict est finalement tombé, puisque, entre-temps, les défenses de ces deux prévenus avaient plaidé la relace, bien évidemment. D'un côté, Jérôme Valcke et ses avocats disent que cet arrangement rentre dans un cadre privé et que cela n'a rien à voir avec ces droits de retransmission qui devaient être décrochés par beIN Sport, parce que elle était la seule chaîne qui était en lice pour pouvoir décrocher ce marché-là. Et donc, derrière, beIN Sport a eu à payer 480 millions d'euros. Et donc, ce n'est pas un arrangement privé qui devait influencer un peu le dénouement de la situation. D'un côté également, les conseils de Nasser El Haïfi disent que cette affaire, que l'accusation manque d'éléments de preuve factuelle. Et donc aujourd'hui, les juges de ce tribunal administratif de Bellizone ont prononcé le verdict. Nasser El Haïfi, d'un côté, a été acquitté. D'un autre côté, l'ancien secrétaire général de la FIFA, le français Jérôme Valcke, a été condamné avec sursis à amende. Mais cette condamnation ne peut pas être exécutée, puisque quand on condamne quelqu'un avec sursis et amende, la personne ne peut pas être incarcérée, à moins que dans les 5 années qui suivent, il a eu encore à être condamné pour une autre infraction. Donc, c'est-à-dire que ce sont deux grands hommes du football mondial qui viennent d'être acquittés, qui viennent d'échapper belle à la justice, à la prison. En 1 minute, pour Jérôme Valcke, on dit 120 jours d'amende avec sursis. Ça veut dire quoi? Pour Nasser, lui, on comprend, acquitté. Pour l'autre, ça veut dire quoi concrètement? Effectivement, comme je le disais tantôt, concrètement, pour Nasser El Haïfi, pour Jérôme Valcke, j'allais dire, c'est une condamnation avec sursis et amende. Ça voudrait dire simplement, concrètement, que cette condamnation ne sera pas exécutée. C'est-à-dire que il ne sera pas incarcéré, il ne fera pas la prison. Mais est-ce qu'il peut exercer... Il peut exercer ses fonctions. Oui. Il peut exercer ses fonctions. Il est libre de ses mouvements. Sauf que dans le cas où il aura fait encore objet d'une autre condamnation pour une autre infraction qu'il a commis dans les 5 années qui vont suivre, il sera condamné parce qu'on va qualifier les faits. Il sera considéré comme un récidiviste et donc dans ce cas précis, il pourrait être incarcéré. Mais pour l'heure, Jérôme Valcke, le natif de la région parisienne, a toute la possibilité de pouvoir exercer ses mouvements, ses fonctions également, même si nous savons qu'au niveau de la commission d'éthique, c'est assez impossible pour lui aujourd'hui de pouvoir donner des conseils à cette instance internationale de football, puisqu'au niveau de la commission d'éthique de la FIFA, il a eu déjà à faire objet d'autres condamnations. Allez, on passe au sujet 2. Avec la Ligue européenne des champions, le Paris Saint-Germain a gagné contre Istanbul Başakşehir, mais n'a pas rassuré. 2 buts au finish, 2 buts marqués par l'ancien office Moïse Kean.
Vous avez suivi le match? Oui, j'ai bel et bien suivi le match. C'était une rencontre qui était très attendue parce que cette rencontre se déroulait dans un contexte assez particulier, dans un contexte diplomatique, de soubresaut diplomatique, bien évidemment, géostratégique compliqué entre la France et la Turquie, avec tout ce qu'on sait concernant les caricatures de Mahomet et la position d'Emmanuel Macron et cette réaction avec véhémence du président Recep Tayyip Erdogan, qui est l'un des responsables de cette formation turque d'Istanbul Başakşehir, qui disputait pour la première fois, j'allais dire pour cette saison, la Champions League, et face à elle, une équipe parisienne qui devrait véritablement réagir après son non-match face au Manchester United, son revers subi à la maison, cette défaite 2-1. Et donc on attendait une formation parisienne assez dynamique, assez structurée, assez vertébrée, qui devait faire face à cette formation turque. Mais on a senti, au-delà de la victoire, que c'est une équipe qui n'a pas véritablement déroulé, qui n'a pas véritablement maîtrisé de bout en bout, qui n'a pas été maîtresse du jeu. Et donc, à ce rythme-là, Thomas Tuchel et tous les... Il y a des soucis à se faire. Bien évidemment. On a vu Neymar qui est sorti sur blessure. On a vu Mbappé qui n'était pas aussi cela. Moïse Kean, finalement, qui a répondu aux attentes. Effectivement, Thomas Tuchel a mis en place une équipe de 4-4-2. Classique avec ce tandem en attaque, Mbappé et Moïse Kean. Sur les côtés, on a vu Neymar. Derrière, il a eu à se blesser à la 25e minute. Il est sorti. Et donc, dans l'entre-jeu, on n'a pas senti une équipe parisienne être maître du jeu, être maîtresse du jeu. Elle était un peu timorée. Cette défense également était vraiment apathique. La charnière centrale composée de Danilo et de Presnel Kimpembe était vraiment amorphe. Elle était un peu étreinte. Et pour la petite histoire, il y a Dembaba qui disait à la fin du match, le joueur de Başakşehir, l'ex-international sénégalais, qu'il était vraiment surpris par le laxisme défensif dont a fait preuve cette formation parisienne. Parce qu'il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué tout simplement parce qu'ils n'ont pas été réalistes. Parce que dans cette rencontre, par exemple, ils ont eu quasiment 17 tirs. C'est-à-dire que cette formation turque a eu à tirer au but pendant 17 fois, alors que d'un autre côté, le PSG a tiré au but à 16 reprises. L'un de minorer un peu, l'un de relativiser un peu les qualités, les potentialités de cette formation turque, c'est dire que face à une formation de Başakşehir qui a en son sein des attaquants, entre guillemets, qui ne sont pas des non-ronflants, Crivelli, par exemple, le français, le PSG ne peut pas se permettre de pouvoir se créer de ces espaces béants en défense. Moi, j'ai constaté une équipe assez amorphe. Thomas Tuchel doit pouvoir trouver la bonne carburation parce que sur les sorties de balles également, ce n'était pas ça. Marquinhos était vraiment frileux. J'ai constaté également que sur les côtés, il n'y avait pas eu véritablement une animation de ces couloirs-là. Les latéraux n'étaient pas dans leur match. Je pense que le PSG a des soucis à se faire pour cette deuxième rencontre. Nonobstant cette victoire, il va falloir retrouver les automatismes, travailler les complémentarités, chercher à pouvoir huiler l'équipe à travers des combinaisons, à travers de très bonnes associations qui peuvent marcher. Nonobstant tous ces aspects négatifs que je viens d'énumérer, il faut quand même saluer la performance exceptionnelle, la performance idyllique de Moïse Kean, qui a répondu, bien évidemment, qui, dans la construction du jeu, dans sa capacité à pouvoir garder le ballon et à permettre au bloc équipe de remonter le terrain, à défendre également, à travailler pour le contre-principe, dans sa capacité à pouvoir faire des appels. Il a été présent tout au long de cette rencontre. Le jeune ivoiro-italien a marqué son doublé. C'est tout bénef pour le jeune de la Nationale et de la Squadra Azzurra qui vient, encore une fois, de prouver qu'il n'est pas venu en terre française pour s'amuser, mais pour continuer par progresser et apporter cette valeur ajoutée à cette formation parisienne. En une minute, dans cette poule, on voit Manchester United qui a 6 points. Le Paris Saint-Germain vient en deuxième position avec 3 points. Et puis, surprenante équipe de Leipzig aussi qui a fait de bonnes choses. 3 points également. Et puis, Istanbul, 0 points. Oui, c'est une poule assez indécise,
Bien évidemment, c'est mis pour la assez indécise, parce que quand vous voyez un peu, même si aujourd'hui Manchester United fait office de grandissime favori, avec cette deuxième victoire, en grandit à la maison avec un Marcus Rashford exceptionnel qui a marqué un triplé face à cette formation de Leipzig, 5-0. Manchester United à 6 points. On peut dire sans embâche que c'est une équipe qui va a priori décrocher le premier ticket dans cette poule. Maintenant, derrière, ce sera une bataille assez ardue, une bataille assez compliquée, assez disputée. Ça sera une bataille haletante entre ces deux formations, du PSG et de Leipzig, puisque Leipzig également... Qui se connaissent également. Ce sont des équipes qui se connaissent, ils se sont rencontrés en demi-finale du Final 8 la saison dernière, même si le PSG a eu à couler cette formation de Leipzig par 3-0. C'est une équipe qui a des qualités. Julian Nagelsmann, un entraîneur de 34 ans, avec des jeunes joueurs, l'international marocain Djadji Samasekou, Youssef Poulsen, ils ont Upamecano Daoud, le défenseur international français. C'est une équipe qui a une architecture assez solide, une architecture défensive assez solide et des bons joueurs qui peuvent apporter l'estocade devant pour apporter du déséquilibre dans la défense adverse. Donc je pense que le PSG doit pouvoir se rattraper. Pour les prochaines journées dans cette poule, il y aura une double confrontation lors de la 3e et 4e journée entre PSG et Leipzig. Je pense que la qualification dans cette poule pour la 2e place se jouera à ce niveau. Et dernier sujet, est-ce qu'on peut parler de surprise? Le Barça qui refait une santé devant la Goba, la Juventus de Turin qui coule à domicile 2-0 à la Juventus Stadium. Henri, est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise quand on voit la forme actuelle de l'équipe catalane? Je ne pense pas qu'on peut parler de surprise, même si cette formation a eu à démontrer ses carences défensives et son manque d'ingéniosité offensive dans ce début de saison au niveau de la Liga, avec cette défaite cuisante concédée à domicile le samedi dernier face au Real Madrid, 3-1. Mais je pense véritablement que c'est une équipe qui s'est ressaisie, qui a de la qualité. Ronald Koeman a cherché à remettre ses hommes, sa bande. Bien évidemment, il a rajeuni l'équipe, il a cherché à mettre sa bande dans le sens de la marche, avec son discours, sans fioriture. Il a cherché à rassénérer, à ragailler, à remotiver, à remodeler sa formation, vous le disiez tantôt, avec une jeune garde qui a déjà poussé des dents. Vous avez le jeune Pedri qui a été véritablement le détonateur de cette formation catalane, de cette formation du culé au niveau de la Juventus Stadium le mercredi dernier, parce que il était véritablement le pignon essentiel dans ce quatuor offensif composé de Ousmane Dembélé côté droit, de Antoine Griezmann côté gauche et de Lionel Messi qui était à la pointe de l'attaque. Il a été tout simplement exceptionnel. Il a été véritablement dans l'organisation, dans les renversements de jeu, dans sa capacité à pouvoir provoquer et à dribbler dans les petits espaces, dans les petits périmètres. On a constaté également que Ousmane Dembélé a retrouvé véritablement ses bonnes sensations. Il a tenté des choses. Il a été véritablement monstrueux sur le front de l'attaque, avec sa vitesse, avec sa rapidité, avec cette élasticité qu'il a eu également sur le but, cette capacité à pouvoir se servir de ses deux pieds. Il est gaucher de nature, mais il a été capable de pouvoir dribbler par son pied droit, de faire véritablement cette capacité, de pouvoir changer de rythme en pleine course et de frapper du pied droit pour retrouver la lucarne du gardien Chesney de la Juventus de Turin. Donc je pense que derrière, Lionel Messi également a marqué. Donc, en somme, c'est une équipe catalane qui a maîtrisé un peu les débats dans la coordination des actions offensives, dans la synchronisation des actions défensives, dans le contre-pressing, dans le pressing, dans la récupération. Il y a un homme qui a été également tout simplement exceptionnel dans cette rencontre. Il s'agit du joueur Miralem Pjanic, le transfuge de la Juventus de Turin cet été. Qui retrouve ses amis. Bien évidemment, qui retrouve ses amis et qui a été également exceptionnel, qui a été magnifique dans sa capacité à pouvoir déclencher le pressing, à récupérer le ballon, à aérer le jeu, dans sa capacité à mettre des coups quelquefois. Voilà un peu le rythme que le FC Barcelone a eu à apporter à cette rencontre. Je pense que c'est une victoire qui n'a pas été volée, même si en face, la Juventus de Turin... Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de la Goba?
Au niveau de la Goba, au niveau de cette formation piémontaise, je pense que l'absence de Cristiano Ronaldo a eu à peser énormément sur le front de l'attaque parce que vous l'aurez constaté également, même si Alvaro Morata a eu à marquer un triplé dans cette rencontre, un triplé bien évidemment qui a été refusé pour des situations irrégulières de hors-jeu, je pense que c'était un peu timoré, c'était quand même timide. Cristiano Ronaldo aurait été là, je pense qu'il pouvait apporter ce déséquilibre dans la défense barcelonaise, dans la défense catalane, qui n'est pas aussi sereine que ça. J'ai constaté également que qui va chercher à apporter également du danger devant, à chercher à dribbler et à se servir de ses partenaires pour aller mettre en danger la formation catalane, mais il n'a pas réussi, tout simplement. Je pense que la Juventus de Turin, Pirlo doit retrouver sa bonne formule, doit pouvoir travailler d'autres associations pour pouvoir se sortir d'affaire dans cette poule. Henri Akodo, merci. On retient que vous êtes le patron ou bien le responsable du site Afrique Express Sport. Ça a été un plaisir de partager le plateau avec vous. C'est moi, Michel. Merci. On marque une pause. On revient pour le journal et après, regard croisé.